Merci mes amis les carencés, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour à moi-même car on n'est jamais mieux servi qu'au restaurant. Cette nouvelle rubrique s'intitulera La Minute de Monsieur Lagopède en hommage à Pierre Desproges qui nous a quittés bien trop tôt et à Jean-Michel Cohen qui lui va toujours très bien. Entrons donc dans le vif du sujet, même si sans préliminaire ça peut forcer un peu. L'humain a inventé le GPS. Cette remarque peut dérouter le néophyte. Le badaud dans la rue qui s'émerveille devant un doux nuage dont la forme délicate de lapin a été façonnée par les mains fines et aimantes de la raffinerie de pétrole toute proche ne s'interroge pas sur la création du GPS, tant ses yeux sont occupés à admirer les courbes gazeuses que son imagination devine, ainsi que l'odeur de la raffinerie qui rappelle elle aussi à sa façon certains gaz. Néanmoins, toute personne ayant voulu discuter de l'intelligence animale dans le but d'intégrer subtilement les rapports éthiques dans une discussion à coups de marteau, s'est vu à un moment ou à un autre rétorquer « Oui, mais nous, on utilise des outils, nous, on a fait le GPS. » Qu'est-ce donc que cette affaire de GPS? Pourquoi toujours le GPS? Serait-ce l'acronyme de grosse paresse sanguinaire? Nous ne le savons pas, ni ne le saurons jamais. Et d'ailleurs, à l'heure du barbecue, l'œil du Mordor guette, signifiant ainsi qu'il serait bien temps de changer de hobby. Mais alors, si nous remontons, trouve-t-on dans les anciens numéros de 1641 du magazine Vogue La Croix, l'Église possédait alors 666% des actions, une interview de Galilée qui dirait « Oh, vous savez, madame, tout mon travail, c'est avant tout pour que les gens puissent dire « Oui, mais nous, on a inventé le GPS. C'est l'une de mes passions, avec l'histoire des rois mages et la chanson. D'ailleurs, je dois vous laisser chez la tête qui tourne. » L'humain, créateur d'outils, maître du règne animal, homo faber, saader, mais surtout, humain, créateur du GPS, père et mère de toutes les autres créations, pour une raison qui aujourd'hui toujours m'échappe, me ment, pas de peau. Sauf que oui, mais non. Certes, pour le GPS, la discussion n'est pas négociable, nonobstant le fait que peu d'entre nous ont bricolé un GPS à leur 6e anniversaire. Mais pour ce qui est des outils, je vous arrête tout de suite et je vous colle une amende à 135 € plus 4 points sur votre permis d'argumenter. Déjà dans les années 60, Jane Goodall, dont Jack Gyllenhaal n'est pas l'homologue néerlandais mais plutôt le code source, a démontré l'existence d'outils chez les chimpanzés. Rapidement ensuite, les oiseaux sont venus se greffer à la liste gênante des animaux qui refusent de nous laisser tranquilles sur notre trône recouvert de fines feuilles d'arrogance mal placées. Puis les poissons, car qui n'a jamais entendu parler de poisson-scie ou de sardines de tente sans éveiller plus que ça sa curiosité. Alors bien évidemment que si j'ai meilleurs exemples, mais ils sont dans mon autre pantalon et si je vais le chercher, il y aura un grand blanc, ce qui ne serait pas raisonnable, je ne vous laisse donc pas l'anchois. Mais il y a pire. Si je vous dis soirée entre copines, shopping en plein air et échange de vomi. Si je vous dis à présent qu'on peut les trouver à n'importe quel carrefour mises bout à bout en grande colonne, qu'elles se faufilent et se fourmillent animaux qu'elles sont dans tous les interstices de la maison, qu'elles sont partout sur le globe et qu'une marche d'Arfour Myanmar ne leur fait pas peur, que tous les gens qui s'intéressent à elles ne pensent plus qu'à ça, en perdre leur travail, en devenir fous, RMI à la sortie, nous allons donc bien parler des fourmis. Et vous savez quel est le cri de la fourmi? Elle gronde, car la fourmi, passons. Nos amis les fourmis, car les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, utilisent également des outils, utilisation documentée depuis un paquet de temps. En revanche, la flexibilité dans l'utilisation de ces outils a été, elle, peu explorée par les scientifiques. De toute façon, les insectes sont des automates, non? Avec juste une espèce d'intelligence de groupe, qui n'est finalement pas une réelle intelligence comme la nôtre, belle et toute de verre luisante. Les fourmis sont des insectes, les insectes sont des imbéciles, et imaginez le problème si l'on découvrait une sentience chez les insectes, voire de l'amour. Imaginez une fourmi chimène ou une fourmicide. Le dilemme cornélien est devant nous. Oui, mais c'est sans compter deux équipes de chercheurs, l'une française et l'autre hongroise, ce qu'on veut bien nous faire croire. Il faut savoir, c'est important, que pour transporter du liquide, les fourmis emploient en général la trophalaxie. Elles possèdent un deuxième estomac, notre rêve à tous, dit estomac social, qui sert à stocker pour partager ensuite le contenu en le régurgitant dans la bouche de leurs camarades, notre rêve à tous. Mais certaines espèces trouvent ça dégueulasse et transportent plutôt les liquides en jetant dessus des éléments absorbants, puis en transportant ces éléments à la maison pour restocker les pubs et se prendre du bon temps en buvant un bon miel, les pattes sur la table tout en fumant une bonne cigale. Ce sont chez ces espèces que les scientifiques sont allés chercher leur sujet. Des colonies d'Aphaenogaster subterranea, fourmis principalement forestières, récupérées dans un petit village musicien de Hongrie, car Hongrie peut-être, mais on sait aussi chanter. Et des colonies d'Aphaenogaster senilis, fourmis qui aiment bien les zones sèches, notamment les dunes sableuses, prélevées à proximité d'un petit village français à la frontière espagnole du nom de Banyuls-sur-Mer. Non, pas de jeu de mots. Les chercheurs et chercheuses ont donc récupéré des fourmilières, ainsi que plusieurs zones de leur environnement, pour les rapporter en laboratoire. Liés par un tube à la fourmilière, les scientifiques installent une zone de nourrissage contenant un liquide sucré, en général du miel ou un mélange d'eau et de miel, malgré l'insistance des fourmis pour avoir du Red Bull, ce qui explique bien des choses. Là, seuls, les fourmiliers à leur destin doivent faire un choix. Autour du récipient contenant la nourriture, plusieurs éléments que je vais citer du plus absorbant au moins absorbant.
Pour les subterranéas, des éponges, des feuilles, des aiguilles de pin, des petits grains de terre, de gros grains de terre. Donc dans l'ensemble, à l'exception des éponges, des éléments de leur environnement. Pour ces nihilistes, du papier absorbant, des éponges, de la mousse artificielle, des brindilles, du fil et du parafilm. Donc dans l'ensemble, à l'exception des brindilles, qui ne sont même pas vraiment des éléments de leur zone d'habitat, que des objets artificiels. Mais Sébastien, pourquoi, comment, dans quel but des protocoles aussi insolemment différents? Tout d'abord, calmez-vous, inutile de prendre tout ça autant à cœur. Ensuite, les chercheurs et chercheuses, au milieu de leur fourbi fourbus à fourrager leurs travaux sur les fourmis, fourmillant d'idées sorties de leur fourreau, prêtes à fournir une pleine fourgonnette de découvertes, se sont aperçus à mi-chemin que, mimant leur travail, d'autres scientifiques minaient le même sujet, véritable mine d'or, bien que sujet de migraine. Ils décidèrent alors sans minauder de minimiser les coûts et de mixer les résultats en une seule étude sur les fourmis. On reprend. Chez les membres des deux espèces, une première phase consista à jeter un peu tout dans le récipient avec une certaine préférence pour les éléments connus chez Subterranea et un peu au hasard, semble-t-il, pour Sénilis qui ne reconnaissaient personne en leur demeure. Entre le premier et le 10e test, respectivement le premier et le dernier, car l'inverse ne serait valable que dans un miroir, le choix des hyménoptères fut de plus en plus clair. Rapidement, les objets les plus absorbants se sont vus privilégiés devant les yeux embués de larmes qui roulaient sur la surface imperméable de leurs consoeurs et confrères. Les subterranéas ont privilégié la Terre, pas terriblement absorbante, mais terriblement connue de leur domicile usuel, mais elles ont aussi eu un gros coup de cœur pour l'éponge, qu'elles découpaient en petits morceaux pour les transporter plus facilement. Les sénilis, quant à elles, ont rapidement préféré le papier absorbant et l'éponge, seuls éléments transportés au nid lors de la 10e observation. Alors que retirer de ceci à part une vilaine brûlure à l'acide formique? Eh bien que le comportement de nos amies à six pattes n'est pas stéréotypé, puisqu'elles sélectionnent les éléments qu'elles vont utiliser selon leurs propriétés. Il semble qu'il existe deux sélections à l'œuvre. Une première pour décider ce qu'on va balancer dans le liquide, et une deuxième pour voir ce qu'on va ramener à la fourmilière. Par exemple, les subterranéas ont plutôt envoyé des morceaux de terre dans le récipient, mais ces derniers n'étaient transportés au nid en grand nombre que si le liquide était un mélange d'eau et de miel. Dans le cas de miel exclusivement, ce sont les morceaux d'éponge qui furent ramenés au nid en priorité. D'après les scientifiques, les caractéristiques pertinentes pour les fourmis semblent être la viscosité de la matière à éponger, la facilité à déformer et à découper l'élément absorbant pour le transporter, sa facilité de préhension, son poids une fois imbibé et sa capacité d'absorption. Personne ne sait si elles sont capables de sélectionner le matériau rien qu'en observant les objets la première fois, ou si elles les expérimentent en les jetant dans le récipient afin d'évaluer le résultat. Mais en fait, on s'en fout, parce que dans tous les cas de figure, c'est complètement incroyable. Quand on additionne les découvertes sur les fourmis et les abeilles, qu'on y soustrait les digues artificielles que produit notre division des espèces, digues dont les limites sont inversement égales à celles de notre imagination, le résultat de l'équation tombe. Il va falloir reconsidérer beaucoup de choses au sujet de ces insectes. Voilà, j'en viens à bout, du texte, du souffle et certainement de mon auditoire, il ne reste que la conclusion que voici. Les fourmis, créatrices de l'agriculture, de l'élevage et peut-être même bien de la médecine, utilisatrices d'outils, architectes de cités souterraines immenses et millénaires. Oui, mais les copines, inutile de craquer votre slip d'orgueil ou de vous prendre pour des déesses, car nous, on a inventé le GPS.